Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, j'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu Isle of Skyle. C'est un jeu qui a été édité en 2015 par Lookout Games et qui a été traduit en français par Funforge. Il est distribué au Québec par ILO 307. C'est un jeu des auteurs Alexander Pfister et Andreas Pélican qui se joue de 2 à 5 joueurs et dont les parties vont durer entre 30 à 60 minutes. Le but du jeu sera de faire le plus de points en bâtissant notre royaume. C'est un jeu de placement de tuiles dans lequel les joueurs vont acquérir des tuiles par des enchères pour pouvoir les gagner et les ajouter à leur royaume et tenter de scorer le plus de points selon les objectifs déterminés par la partie. On a un système à objectifs variables, donc les objectifs seront différents à chacune de nos parties. Alors, Isle of Skyle, je vous montre comment on joue. Ensuite, je vous dis ce que j'en pense. Et comme on est lundi, on vous donne une question du jour pour participer au concours du lundi pour le mois d'août 2022. On va installer une partie pour 3 joueurs. Premièrement, on va placer le plateau de jeu au centre de la table. Et sur celui-ci, on va aller placer le jeton contour sur la case la plus à gauche de la piste contour du plateau de jeu. On va ensuite mélanger les tuiles de score et on va en placer 4 de façon aléatoire dans les emplacements du plateau de jeu. Les autres tuiles de score ne seront pas utilisées dans cette partie. Chacune des tuiles de score se verra assigner une lettre qui est inscrite sur la bannière juste au-dessus d'elle. On aura donc la tuile de score A, B, C et D pour notre partie. On va former une réserve avec les jetons de pièces d'or. On en a de valeur 10, 5, 2 et 1. Et on va prendre toutes les tuiles terrain et on va aller les placer dans le sac de tissu pour former notre réserve. Chaque joueur va se choisir une couleur et va recevoir son écran de jeu à son clan. On va aussi prendre la tuile château qui est associée à notre couleur et on va la placer devant nous. Elle sera la première tuile du territoire de notre clan. Les joueurs vont aussi recevoir une tuile défausse ainsi qu'un marqueur de score à leur couleur. On va placer la tuile défausse derrière notre écran et on va aller placer notre marqueur de score sur la case 0 de la piste de score du plateau principal. Et on va remettre au joueur le plus jeune le jeton premier joueur. Il est important de placer le plateau principal du bon côté. Je m'étais trompé au début de la vidéo. Donc ici, c'est le côté 2 à 4 joueurs, alors qu'au verso, c'est pour les parties à 5 joueurs. On a donc une piste contour qui est un peu plus longue. On aura donc 6 tours de jeu dans une partie si on est 2 à 4 joueurs. Donc une partie de Isle of Skyle à 3 joueurs se jouera en 6 tours de jeu qui seront décomptés par la piste contour sur le plateau principal. À chaque tour de jeu, les joueurs vont aller piocher 3 tuiles terrain dans le sac et ils vont les placer devant leur écran. Ils vont ensuite décider secrètement derrière leur écran le prix qu'ils veulent placer pour chacune de ces tuiles selon les pièces d'or qu'ils possèdent. Les joueurs vont ensuite révéler les coûts des tuiles et à tour de rôle, les joueurs pourront acheter une des tuiles d'un autre joueur au coût qui a été indiqué sur cette tuile. À la fin du tour, toutes les tuiles qui sont restantes devant nous, que personne nous a achetées, on va se les acheter à nous-mêmes, donc on va payer les pièces d'or qu'on avait placées pour déterminer leur coût. On va ensuite placer toutes les tuiles qu'on vient d'acquérir dans notre tableau personnel pour pouvoir agrandir notre territoire de clan. Et on va essayer de placer les tuiles de façon à répondre aux critères des 4 tuiles d'objectif. À la fin d'un tour de jeu, on va aller scorer les tuiles d'objectifs qui sont inscrites dans les petites bannières en dessous de chaque tour de jeu. Donc on va scorer l'objectif A à la fin du premier tour, l'objectif B à la fin du deuxième tour, l'objectif A et C à la fin du troisième tour, et ainsi de suite. Au final, à la fin de la partie, chacun des objectifs aura été scoré 3 fois durant la partie. Et à la fin des 6 tours de jeu, le joueur qui aura cumulé le plus de points sera déclaré vainqueur et deviendra le nouveau roi de Isle of Skyle. Chaque tour de jeu se sépare en 6 phases, telles qu'illustrées par l'aide de jeu qui est derrière notre écran. La première phase est la phase de revenus. C'est là que les joueurs vont générer des pièces d'or selon ce qui se trouve dans leur royaume.
Au premier tour de jeu de la partie, les joueurs ont seulement leurs tuiles de château dans leur royaume, donc ils vont regarder. Et le château a toujours un revenu de 5 pièces d'or, donc ils vont se prendre 5 pièces d'or de la réserve et ils vont le placer derrière leur écran. Donc le nombre de pièces d'or qu'on possède sera toujours caché de nos adversaires. Dans les tours suivants, les joueurs auront ajouté des tuiles dans leur territoire pour agrandir leur royaume et on aura aussi des revenus pour chaque baril de whisky qui sera connecté par des routes jusqu'à notre château. Donc si je commence un tour de jeu avec cette configuration, j'aurai 5 pièces d'or pour mon château et j'aurai 2 pièces d'or pour mes 2 barils de whisky. Ça me ferait donc un revenu de 7 pièces d'or à ce moment-là. De plus, à partir du tour numéro 3, les joueurs vont recevoir une compensation selon le nombre de joueurs qui sera devant eux sur la piste de score. Donc au troisième tour, dans la phase de revenu, les joueurs vont gagner une pièce d'or pour chaque joueur qui se trouve en avant d'eux sur la piste de score. Au quatrième tour, les joueurs vont gagner dans la phase de revenu 2 pièces d'or pour chaque joueur qui se trouve devant eux sur la piste de score, et ainsi de suite pour une compensation de 3 et de 4 pour les tours suivants pour chaque joueur qui se trouve devant nous sur la piste de score. La deuxième phase est de piocher des tuiles et de fixer des prix. Cette phase va se jouer en simultané. Tous les joueurs vont aller piocher 3 tuiles au hasard dans le sac et vont les placer face visible devant leur écran. Par la suite, les joueurs devront fixer les prix à chacune des tuiles qu'ils viennent de piocher pour le tour de jeu. Ils vont prendre les pièces d'or qu'ils possèdent dans leurs mains et vont prendre aussi leurs tuiles défausse. Ils vont commencer par assigner la tuile défausse devant une des 3 tuiles vis-à-vis leur écran. Donc ici, je vais la placer vis-à-vis la tuile où il y a 2 bateaux. Cette tuile sera donc défaussée. Personne ne va pouvoir l'acquérir dans ce tour de jeu. Pour les 2 tuiles restantes, je dois obligatoirement fixer un prix minimum d'une pièce d'or et je peux utiliser n'importe quel nombre de pièces d'or tant que je ne dépasse pas ce que je possède. Je vais décider de placer un prix de 2 pièces d'or vis-à-vis la tuile du centre, celle où on retrouve les 3 moutons, et je vais aussi placer 2 pièces d'or vis-à-vis l'autre tuile. Pour la pièce d'or qu'il me reste, je vais la garder dans ma main pour conserver secret le nombre de pièces d'or qu'il me reste. Lorsque tous les joueurs ont terminé de fixer les prix de leurs tuiles et de placer leurs tuiles défausses vis-à-vis une des tuiles, on va tous en même temps retirer nos écrans pour révéler les prix de nos tuiles ainsi que celle qui sera défaussée. On passe ensuite à la phase 3 qui est de défausser une tuile. On va donc prendre toutes les tuiles qui sont vis-à-vis des tuiles défausses et on va aller les remettre dans le sac de tissu et en prenant soin de bien mélanger. On passe ensuite à la phase 4 qui est acheter une tuile. Cette phase va se dérouler à tour de rôle en commençant par le premier joueur. Pour cette phase, les joueurs ont normalement le reste de leurs pièces d'or en main pour cacher cette information des autres joueurs. Mais pour que ce soit plus clair dans cette vidéo, j'ai placé le nombre de pièces d'or dans les mains de chaque joueur vis-à-vis les tuiles de défausse de nos 3 joueurs. On a donc une pièce d'or pour le joueur qui est ici dans sa main, 2 pièces d'or pour celui-ci et une pièce d'or pour celui-là. Le premier joueur débute donc son tour de jeu dans cette phase. Il peut acheter une des tuiles qui a été mise aux enchères par un de ses adversaires en payant le prix qui est demandé par celui-ci. Comme mon joueur a seulement une pièce d'or, la seule tuile qu'il peut acheter à ses adversaires est celle-ci qui a un coût de 1. Il va décider de le faire. Il va donc prendre sa pièce d'or et la donner à son adversaire et il va gagner cette tuile qu'il va placer de côté. Elle sera placée dans la phase suivante. Chaque joueur aura seulement le droit de faire un achat de tuiles dans cette phase où on peut décider de passer notre tour tout simplement si on ne peut pas ou on ne veut pas acheter de tuiles. On passe donc au deuxième joueur qui lui a 2 pièces d'or dans sa main. Il peut donc acheter la tuile qui est ici, celle-là ou celle-là. Donc tous ses adversaires ont placé des tuiles au coût de 2 pièces. Il va donc dépenser ces 2 pièces et va venir s'acheter la tuile ici avec les 3 moutons. Il va donc payer le 2 pièces à ce joueur et va prendre sa tuile qu'il va placer de côté pour la placer tout à l'heure. Et mon troisième joueur, lui, a seulement une pièce d'or en main et les tuiles de ses adversaires sont toutes au coût de 2 pièces d'or. Il ne peut donc acheter aucune tuile. Il sera obligé de passer son tour.
À la fin de cette phase, les joueurs devront acheter obligatoirement les tuiles restantes qu'ils ont mis aux enchères au prix qu'ils ont placé devant celle-ci. Donc le premier joueur va dépenser les 2 pièces qu'il avait placées comme prix et va gagner cette tuile. Pour l'argent qu'il s'est fait donner par son adversaire, il va le conserver et le placer dans sa réserve. Le deuxième joueur, quant à lui, a gagné les 2 pièces ici en vendant une tuile et va devoir s'acheter cette tuile au coût de 2 pièces d'or. Pour notre troisième joueur, personne ne lui a acheté de tuiles, il va donc payer lui-même les coûts de ces tuiles pour les gagner. On passe ensuite à la phase 5 qui est construire, qui se fera aussi de façon simultanée. Donc les joueurs devront prendre les tuiles qu'ils viennent d'acquérir dans la phase précédente et vont aller les placer pour agrandir le territoire de leur clan. Premièrement, lorsqu'on place une nouvelle tuile, on doit la placer pour qu'elle soit adjacente à une tuile qui est déjà placée dans notre territoire. Au début de la partie, on n'a évidemment pas le choix de la placer adjacente à notre tuile de château. On retrouve 3 types de terrains sur les tuiles. Il y a la prairie en vert, on a l'eau en bleu et on a les montagnes en brun. On doit respecter les terrains, donc on doit toujours placer des montagnes à côté des montagnes, des prairies à côté des prairies et de l'eau à côté de l'eau. Donc je ne pourrais pas placer par exemple une montagne à côté d'une prairie, donc c'est un placement qui n'est pas légal, mais je pourrais placer ma montagne à côté d'une autre montagne. On n'est pas obligé de faire connecter les routes, donc on peut avoir des routes qui finissent dans des cul-de-sac. Et pour ma deuxième tuile, je pourrais venir la placer à cet endroit-là. Donc, c'est 2 côtés de prairies qui sont vis-à-vis. Je vais continuer ma route et je connecte un baril de whisky à mon château, ce qui va me permettre d'avoir un meilleur revenu. Si jamais les joueurs doivent placer une tuile et qu'il n'y a aucun endroit légal pour la placer dans leur territoire, à ce moment-là, cette tuile sera défaussée et retournée dans le sac, mais on ne récupérera pas l'argent qu'elle nous a coûté. Et on passe ensuite à la phase 6, qui est la phase de scoring. On va regarder sur la piste contour la bannière qu'on doit scorer, ou les bannières qu'on doit scorer. Donc dans le tour 1, c'est seulement la bannière A. On va donc scorer l'effet de scoring de la tuile A seulement. La tuile A nous donne 1 point par zone complétée. Des zones complétées sont des zones d'un terrain qui est complètement encerclé de terrains différents. Par exemple, ici, ma montagne est entourée par soit de l'eau ou de la prairie, donc c'est un terrain complété. Même chose pour ma montagne qui est là, et même chose pour le petit terrain d'eau qui est au centre. Donc le joueur numéro 1 a 3 terrains complétés, et il va donc marquer 3 points de victoire. Le joueur 2 a seulement sa montagne ici comme terrain complété. Il va donc marquer 1 point. Et le joueur 3 ici a une montagne comme terrain complété et a ici une prairie comme terrain complété. Il va donc marquer 2 points. Une fois le scoring complété, on va passer le marqueur premier joueur au joueur suivant et on va avancer le marqueur contour sur le tour suivant. On voit donc à la fin de ce tour, on va scorer la tuile d'objectif B, qui elle va rapporter 5 points de victoire au joueur qui aura le plus d'icônes de navire sur son territoire et 2 points au deuxième joueur qui aura le plus d'icônes de navire sur son territoire. On a aussi des tuiles comme la tuile C éventuellement qui va scorer dans les prochains tours, qui va nous rapporter 1 point par mouton qui se retrouve sur notre territoire. Et ici, on a la tuile D qui va éventuellement elle aussi scorer, qui va nous donner 5 points pour chaque ensemble de ces 3 icônes, donc ces 3 sortes de bâtiments qu'on va retrouver dans notre territoire. On va donc commencer le deuxième tour de jeu avec la phase de revenu et on va jouer ainsi de suite jusqu'à temps qu'on ait fait tous les tours de jeu. Donc on voit qu'à partir du troisième tour, on va scorer 2 tuiles d'objectifs à la fin. Donc ici le A et le C. Ici on va scorer le B et le D. Et dans les 2 derniers tours, on va en scorer 3. Donc le A ici, le D et le C. Et finalement le B, D et C pour le dernier tour de jeu. Au final, chaque tuile de scoring sera scorée 3 fois pendant la partie. Et après le 6e tour de jeu, ça va déclencher la fin de la partie et on va passer au décompte final des points. Les joueurs vont marquer beaucoup de points pendant la partie grâce au décompte des points qui se font à la fin de chaque tour de jeu. Mais dans le décompte final des points, on va ajouter 2 éléments de scoring. Le premier, c'est les parchemins que les joueurs vont avoir placés sur leur territoire. Donc les parchemins nous donnent des conditions de victoire qu'on va pouvoir scorer à la fin de la partie. Donc si je commence avec le parchemin qui est ici, je vais faire 1 point de victoire pour chaque icône de phare que je retrouve dans mon territoire. Donc j'en ai 1, 2, 3 et 4 au total. Ça me donnerait donc 4 points de victoire.
Et j'ai un deuxième parchemin ici au centre qui me donne 1 point pour chaque 2 icônes de navire qui se retrouvent sur mon territoire. Mais ce parchemin se retrouve dans une zone qui est complètement fermée, ce qui va donner un bonus et qui va doubler les points de notre parchemin. Ce sera donc 2 points de victoire pour chaque 2 icônes de navire. Au total, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je vais donc le scorer 3 fois. Comme j'ai le bonus donc de 2 points, 3 fois 2, ça va me faire 6 points de victoire pour ce parchemin. Et ensuite, on va gagner 1 point de victoire par tranche de 5 pièces d'or qu'il nous reste. Donc ici, ça me ferait 3 points de victoire avec mes pièces d'or restantes. Le joueur qui aura le plus de points sera donc déclaré vainqueur et deviendra le nouveau roi de Isle of Skye. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui possède le plus de pièces d'or à la fin de la partie qui va départager l'égalité. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Isle of Skye. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Isle of Skye? On va commencer par les points positifs. Le matériel est très bien, il fait amplement le boulot, donc le carton des tuiles, les différents jetons, le plateau de score, les petits écrans, donc c'est quand même bien en général. C'est aussi un visuel qui est très clair, l'iconographie du jeu, elle est facile à comprendre, donc les icônes sur les tuiles de scoring, c'est facile de voir, ok, là c'est les moutons, là c'est les têtes de bétail, là c'est les bateaux, là c'est les telles affaires. Donc c'est facile de comprendre les tuiles de scoring pour ça, parce que l'iconographie elle est bien faite. Les éléments aussi sont assez gros sur les tuiles, fait qu'on n'a pas trop à les chercher, on les voit bien quand on a une vue d'ensemble sur notre territoire à la fin de la partie pour compter les icônes qu'on a pour justement scorer nos parchemins ou des trucs comme ça. Fait que vraiment bien fait pour l'iconographie. Puis on a aussi un aide de jeu au verso du livret d'instruction. On vous détaille les 16 tuiles de scoring. Donc là, s'il y a une ambiguïté, s'il y a une icône ou une tuile que vous ne comprenez pas, mais c'est facile de trouver l'information parce qu'il y a un bel annexe à la fin du livret. Le livret est assez clair aussi, bien écrit, très bien organisé et ordonné, donc j'ai rien à dire sur ce livret d'instruction. Pour le gameplay, ce que j'aime dans ce jeu-là, premièrement, c'est évidemment le côté un peu carcassonnesque, si on peut dire comme ça. Donc le côté placement de tuiles, de construire ton petit territoire à toi, d'essayer de faire des combos, d'essayer de maximiser certaines conditions de scoring, essayer d'augmenter tes revenus pour avoir plus d'argent, parce que si tu as plus d'argent, ben les bonnes tuiles que tu vas recevoir, tu vas pouvoir les mettre cher, les autres ne pourront pas les acheter ou ne voudront pas les acheter, ainsi de suite. Ou ça va te permettre d'acheter aussi des tuiles aux autres joueurs. Fait qu'il y a beaucoup de choses à penser, beaucoup de petites décisions intéressantes. Il y a beaucoup de choses qui scorent des points aussi. Puis j'adore le système de scoring dans ce jeu-là. Je pense que c'est sa plus grande force, c'est le fait que justement chaque partie va être un peu différente. On a une combinaison de 4 tuiles de scoring, il y en a 16 au total dans la boîte de base, fait que ça fait quand même déjà beaucoup de combinaisons. Puis ça change beaucoup la façon de jouer le jeu si un objectif est A ou est D. Parce que si c'est l'objectif D, il va scorer 3 fois, mais dans les 3 derniers tours de jeu. Alors que l'objectif A va scorer au premier tour de jeu. Premier tour de jeu, j'aurai pas beaucoup de tuiles. D'habitude, je vais en avoir une ou deux que je vais avoir placées. Donc c'est rare qu'on va faire beaucoup de points avec lui au début de la partie. C'est sûr qu'il va revenir plus tard, on va pouvoir le rescorer un peu plus fort. Mais ça va changer un peu l'approche qu'on va avoir, dépendamment si l'objectif est dans la case A, B, C ou D, et quand il va revenir dans la partie. Parce que je pourrais décider de me concentrer sur justement un objectif C et D qui vont scorer un peu plus tard pour essayer de les maximiser le plus possible. Donc vraiment un système de scoring qui est très très varié, puis qui est super stimulant, qui offre beaucoup de combos, beaucoup de choses qu'on peut faire pour essayer de faire des points dans le jeu. Généralement, je ne suis pas un grand fan des jeux d'enchères, mais ce que j'aime dans l'enchère de ce jeu-là, c'est qu'il y a pas, on peut pas augmenter l'enchère à plus finir, puis ça tourne, puis là on continue d'augmenter, puis là les prix augmentent, puis explosent. Puis à un moment donné, on ne sait plus trop s'il faut suivre, s'il faut abandonner, s'il faut se retirer de l'enchère. Dans celui-là, c'est des enchères à valeur fixe. Il n'y a pas d'augmentation dans les enchères. Tout le monde met ses prix secrètement derrière son écran. On révèle nos écrans et à tour de rôle, tu as l'opportunité d'acheter une tuile parmi toutes celles que tes adversaires ont mises à vendre. Donc ça, c'est intéressant parce que justement, on ne perd pas notre temps à essayer d'augmenter les enchères, puis essayer de faire de la surenchère, puis d'embarquer là-dedans. Parce que justement, ça pourrait rallonger le jeu pour rien, puis ça amènerait une dynamique totalement différente pour l'expérience de jeu. Puis c'est ça des fois que je perds un peu dans les jeux d'enchères, cette espèce de surenchère-là. J'ai l'impression qu'on tourne en rond, ou on overpay des choses beaucoup trop chères pour rien. Puis bon, je sais que ça fait partie des stratégies dans ces types de jeux-là, mais dans ce jeu-là, on a coupé le gras, je trouve, dans le système d'enchères, donc il est efficace.
je trouve ça le fun de choisir nos prix. Des fois, on est comme, comment que les autres ont d'argent à peu près, on regarde un peu le revenu qu'ils ont sur leur tuile. OK, mais si je mets cette tuile-là est vraiment bonne, je veux pas que personne l'achète, je la mets-tu à 5 ou je la mets à 7. Puis là, des fois, tu la mets à 5, puis là, tu es comme, quelqu'un, moi, je te l'achète à 5, là, c'est sûr, c'est trop bon. Puis là, tu es comme, j'aurais dû la vendre bien plus cher ou de la mettre plus haute pour que les autres, justement, soit me donnent plus d'argent ou soient dissuadés de l'acheter. Fait que c'est un système qui est le fun. Il y a un petit côté push your luck dans le fond parce que c'est nous qui décidons les prix qu'on va fixer à nos tuiles. Donc il y a un aspect un peu thrillant de mettre secrètement nos prix derrière notre écran. Puis là, après ça, on révèle puis on fait comme il a mis cette tuile-là à vente à 2. Ben, c'est sûr, je veux l'acheter vite, il faut que ça soit à mon tour. Ou je veux pas que tel joueur achète telle tuile. Parce qu'au final, tu as le droit à un seul achat. Donc tu vas acheter une seule tuile. Fait que ça fait vraiment une belle dynamique intéressante pour le système d'enchères qu'ils ont réussi à faire dans ce jeu-là. Le petit mécanisme de rattrapage qui va donner des compensations de pièces d'or aux joueurs qui sont en retard sur la piste de score, ça fonctionne quand même bien. Puis ça va permettre aux joueurs d'avoir un peu plus de pièces d'or, donc de vendre leurs tuiles un peu plus cher. Fait que le joueur qui est en avance, généralement, mais s'il va acheter des bonnes tuiles, il va falloir qu'il vienne payer ces prix-là, puis ça va un peu rebalancer le tout. Ça marche pas nécessairement à tout coup, mais généralement, ça donne un bon petit coup de pouce aux joueurs qui sont en arrière, puis ça les aide à rester investis tout au long de la partie. Puis les compensations vont augmenter. Là, au début, c'est une pièce d'or par joueur devant toi. Après ça, c'est 2, 3, puis même 4 au dernier tour de jeu. Fait que ça peut donner une grosse différence pour pouvoir essayer de rattraper les joueurs qui sont un peu en avance sur la piste de points. C'est un jeu aussi que les parties sont relativement rapides. Il y a beaucoup de phases de jeu qui se font de façon simultanée. Donc, c'est un jeu, je pense, qui peut se jouer en 1 heure, peu importe le nombre de joueurs, qu'on joue à 3, 4 ou 5. Je pense que ça va bien fonctionner dans le temps, puis ça va rentrer dans cette heure-là. C'est quand même une belle expérience, qui a une belle profondeur pour une partie qui va durer 1 heure. On a une petite tête de jeu derrière notre écran, puis qu'on a les 6 phases de jeu, mais au final, on a juste besoin d'avoir un des joueurs qui va appeler les phases, puis les joueurs après ça qui vont les faire. Donc c'est un jeu qui est quand même bien structuré dans ses phases de tour de jeu, donc ça roule quand même bien, c'est fluide. Puis comme j'ai dit, il n'y a pas vraiment d'attente, il y a juste le tour où on achète des tuiles aux autres qui se fait à tour de rôle, puis pas mal toutes les autres phases de jeu se font simultanées, fait qu'on est toujours un peu investi dans la partie. Puis même dans la phase d'enchère, ça joue à tour de rôle, mais on est toujours à regarder qu'est-ce qui est disponible autour, fait qu'on se sent vraiment investi dans toutes les phases du jeu. Comme c'est un jeu de 2015, évidemment, c'est un jeu qui a eu déjà des extensions qui sont sorties. On a 2 extensions qui existent. Il y a Journeyman, que je possède à quelque part ici en arrière de moi, que j'ai pas encore essayé, mais qui a l'air assez intéressante, qui va ajouter un petit bonhomme, un Journeyman, qui va se promener sur notre territoire. Et dépendamment des icônes, des tuiles qu'il va visiter, ça va nous faire avancer sur des pistes bonus qui vont pouvoir nous donner différentes choses. Donc ça peut faire un autre effet de comboing intéressant avec cette extension. Et il en existe une deuxième qui est l'extension Druide, que elle non plus je n'ai pas essayé encore, mais qui elle va ajouter dans la phase d'achat, on va acheter une tuile aux autres joueurs, mais on va pouvoir aussi acheter une deuxième tuile au Druide, qui est un autre plateau avec d'autres sortes de tuiles, donc ça va ajouter plus de possibilités au niveau des tuiles, des effets de scoring, des choses comme ça. Donc 2 extensions qui existent pour y ajouter encore plus de profondeur. Pour les côtés négatifs, sur le matériel, j'aime pas beaucoup les petits écrans comme ça. Pas qu'ils sont pas pratiques ou que c'est pas pertinent dans le gameplay, mais je les trouve pas assez hauts. Donc c'est dur de cacher soit notre art ou de cacher quelle tuile on va mettre notre tuile des fausses vis-à-vis. Donc c'est des informations qui peuvent être cruciales dans cette phase de jeu-là. Puis des fois, je veux pas nécessairement regarder ce qu'un autre joueur fait, mais je fais juste regarder sur le côté. Puis là, vu que l'écran est pas haut, ben, j'ai vu où il a placé sa tuile. Fait que si c'est la tuile que je veux acheter, ben là, je m'en garderai peut-être moins d'argent ou des trucs comme ça. Où j'ai vu comment il a mis une tuile, fait que moi ça va influencer mon choix de mettre plus d'argent sur une des miennes. Fait qu'il n'est pas assez haut et j'aurais quasiment mis 2 fois plus haut pour justement cacher comme il faut les informations qu'il a à cacher. Donc très pas assez haut pour le petit écran. Sinon, pour le nombre de joueurs, c'est un jeu, je pense, qui est beaucoup plus le fun à 4 ou 5 joueurs. Oui, ça se joue à 2 ou à 3, mais je trouve que la dynamique est moins intéressante. Il y a beaucoup moins de choix de tuiles quand on arrive dans la phase d'achat, donc ça rend cette phase-là moins intéressante parce qu'il y a moins de choix. Puis il y a moins de tuiles qui vont rouler aussi pendant la partie. Fait que des fois, ça va être dur de maximiser certains objectifs. Si on joue à 2, on génère pas beaucoup de tuiles pendant un tour de jeu. Fait que ça se peut qu'on n'ait pas vraiment des tuiles avec des moutons, si c'est les moutons qui scorent. Fait que ça se peut qu'on sorte presque pas de tuiles qui en ont pendant la partie. Alors que si on joue à 4 ou 5, on a un gros roulement. On va avoir beaucoup plus de tuiles différentes. Fait que ça va être plus intéressant au niveau des joueurs. C'est plus facile de faire des combos parce que justement, on va avoir accès à
plus de tuiles pendant la partie et ça ne durera pas nécessairement plus longtemps la partie, qu'on soit 5 ou 3, avec le système qui fait qu'on joue pas mal tout le monde en même temps. Sinon, c'est un jeu de Alexander Pfister qui n'a pas de mode solo officiel. Donc, il en existe des non officiels sur BGG. Donc, il y a des gens qui ont fait des variantes solo, des choses comme ça qui existent. Je ne les ai pas regardées en détail, mais il n'y en a pas de officiel. Donc, je sais que généralement, il fait des modes solo dans ses jeux, mais il n'y en a pas pour celui-là. Je sais que c'est pas évident dans ce jeu-là parce qu'il repose un peu sur la dynamique ou l'interaction qui se fait entre les joueurs pendant la phase d'achat pour les enchères. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas évident à répliquer, je pense, avec un automa ou un mode solo. Somme toute, Isle of Skyle, je vais lui donner une note de A. C'est un excellent jeu. C'est un jeu de 2015 qui a extrêmement bien vieilli dans le temps. C'est un jeu, je dirais, un Carcassonne expert, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, il reprend un peu l'esprit de Carcassonne, le fait de faire le casse-tête avec les tuiles, de faire notre territoire, de l'agrandir. Mais il rajoute beaucoup plus de profondeur. C'est plus engageant avec la façon que le scoring fonctionne. Le scoring est hyper varié, il va être différent à chaque partie. Donc, on va changer un peu notre approche, les réflexions qu'on va avoir, la façon que l'enchère fonctionne. Je trouve ça super efficace et dynamique. Bref, c'est un super jeu. Donc, si vous ne connaissez pas Isle of Skyle, c'est un jeu qui est sorti en 2015 et qui avait gagné le Kenner Spiel en 2016. Donc, le Kenner Spiel de Jarès, remis au meilleur jeu expert en Allemagne. Donc, évidemment, un prix très prestigieux. Donc, un jeu qui, encore aujourd'hui, je pense, ça cote. Puis dans les jeux de placement de tuiles, je pense que c'est encore un des meilleurs. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question de jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois d'août 2022 dans lequel vous pourriez gagner le jeu Anno 1800. Notre question du jour est la suivante. Quel est votre jeu de placement de tuiles favori? Vous nous laissez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Bonne chance à tous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire avec le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez le contenu qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre page Patreon qui vous donne aussi accès à notre serveur Discord. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.